Et salut à tous les amis, ici Jack Seller pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir. Et figurez-vous que j'ai été un grand enfant très sage lors de cette année 2024. Alors je me suis permis de rédiger une lettre pour Papa Noël et de lui indiquer une liste de 12 jeux de société qui me tentaient tout particulièrement en cette fin d'année. Et bon, verrons, hein, est-ce que Papa Noël va recevoir la liste et puis va faire plaisir à ce grand enfant. Oui, il est mignon ce grand enfant, bon, on verra bien. Alors cette vidéo, pour respecter la tradition de fin d'année de l'élaboration de listes de Noël, vous savez que c'est la grand-messe du consumérisme dans notre monde occidental, et moi qui suis d'habitude plutôt quelqu'un qui n'aime pas suivre les codes, ce genre de tradition, j'aime bien jouer le jeu. C'est pas la première fois que je propose une liste de Noël, hein, ça fait plusieurs années que je joue le jeu. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je tiens aussi à préciser que je suis jamais, très au fait des nouveautés dans le monde du jeu de société. C'est pas trop mon registre, hein. Vous savez que j'aime bien rester sur mes gros standards, ce que j'apprécie. Et bah, faut savoir quand même que la fin d'année, c'est le moment de l'année où, je m'intéresse quand même à ce qui se fait de nouveau. J'aime bien, c'est c'est la petite exception qui confirme la règle, hein, on va dire, tout simplement. Alors je vous présente, la douzaine de jeux, on y vient, j'essaye d'être succincte, mais on sait que ça sera pas le cas comme d'habitude. Commençons tout de suite par Inside Job, et j'ai oublié mes petits messages pour les abonnés de remerciements et la petite pastille, abonnez-vous, hein, parce que j'ai pas l'habitude de faire d'envoyer la pastille abonnez-vous. Donc voilà, c'est fait, on est bon, c'est validé. Alors le premier de ces 12 jeux que j'ai essayé de classer quand même, on va dire par ordre de temps de jeu, difficulté de jeu, enfin on démarre là sur des petits jeux, et puis plus ça va monter dans la liste, plus nous allons arriver sur des jeux qui demandent plus de temps et plus d'investissement et plus de préparation, plus de règles, etc., etc. Inside Job, c'est bien sûr aussi chaque jeu, j'indiquerai, je mettrai dans la description un ou plusieurs liens qui vous permettront d'aller directement sur les boutiques partenaires de la chaîne, hein, donc c'est-à-dire Ludum, Philibert et BCD Jeux, avec qui j'ai des liens d'affiliation, histoire que tout le monde soit gagnant et que pour vous ça ne change rien, vous gagnez du temps aussi, vous cliquez directement, vous êtes sur la page du jeu si ces jeux vous intéressent. Par contre, ne faites pas de dépenses complètement folles, restez quand même maître de votre budget, c'est important. Je suis pas là pour être un gars qui vous en met plein le caddie, hein, c'est quoi cette expression? C'est bizarre. Bon, enfin bref, allez, Inside Job. Alors, c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de tester sur, Board Game Arena, et c'est un jeu de pli. Je vous épargne à chaque fois l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur, etc., etc. Vous connaissez mon style, hein, je suis pas là pour commencer à faire des ronds de jambes à la con. On va parler jeu, et c'est c'est déjà pas mal. Donc Inside Job, un jeu de pli, avec avec une notion de rôle caché. Moi déjà les jeux à rôle caché où, on peut jouer en coop ou presque, parce que justement il y a une brebis galeuse dans le lot, c'est toujours des choses qui me branchent, moi ça me fait tout de suite, quelque chose. Et là ça se joue de 3 à 5. Jeu de pli donc un peu à la The Crew, d'ailleurs ils le disent, hein, vous avez aimé The Crew, vous cherchez un jeu de pli avec du rôle caché pour apporter un twist à vos missions, Inside Job est fait pour vous. Je confirme, les parties que nous avons jouées à 4 sur Board Game Arena avec 3 copains étaient vraiment sympas, avec une ambiance de suspicion de chaque instant, et c'était vraiment amusant. Alors en quoi ça consiste? On a une main de cartes, alors, je sais plus si c'est 10 ou 13 cartes, je sais plus bien. En tout cas, on a un pool de cartes, 4 couleurs, vraiment comme un jeu de cartes presque classique, hein, c'est-à-dire piqueur, carreau, trèfle, sauf que là c'est bleu, une espèce de rose, vert et jaune, de 1 à 13. En gros, c'est comme si on allait du 2 à l'as en passant par roi, dame, valet, sauf que là c'est uniquement des valeurs chiffrées. Et puis le but, ça va être d'accomplir des missions, pour le groupe, pour les agents. La plupart des joueurs sont des agents. Donc carte des missions, par exemple, là, chaque carte jouée a une valeur plus élevée que la précédente, hein, dans l'exemple qu'on a là à l'écran. Donc le joueur qui va choisir la mission, qui va être le premier joueur, va choisir ça, et il va commencer avec une petite carte, et ça va monter petit à petit. Bien sûr, il y a des atouts, enfin il y a des notions d'atouts, comme tous les jeux de pli. Si on peut pas jouer de la couleur, on met un atout et on prend. Donc là, si on réussit la mission, si le pli se fait avec cette stipulation-là, ok, c'est cool, la mission est réussie. Au bout de 7 missions réussies, les agents gagnent la partie.
Mais l'espion, lui, il ne gagne pas la partie de la même manière. L'espion doit faire échouer justement les missions, ou alors il doit ou alors il doit, récupérer 5 mallettes. Donc il y a aussi une notion de mallette dans le jeu, de temps en temps, enfin à chaque pli qui va être joué, va apporter une mallette à celui qui va remporter le pli. Et ça, indépendamment de la réussite ou non de la mission. Donc ça va donner, 2 vecteurs sur lesquels on peut essayer de gagner ou de perdre. C'est pas mal. C'est pas mal, sachant qu'en plus des rôles d'agent et d'espion traditionnels, il y a des variantes. On peut jouer des personnages avec des stipulations de victoire un petit peu différentes et ça corse davantage le jeu. Ça joue assez vite parce qu'au final, on va jouer que notre main de carte, qui va même pas aller au bout la plupart du temps. Donc ça c'est quelque chose qui se joue assez rapidement. Vraiment, j'ai fort apprécié les 3 ou 4 parties qu'on a jouées, sur BGA et c'était vraiment sympa. Au début, un peu dubitatif sur le rôle des mallettes, en jouant avec les personnages de base, et puis assez vite on s'est dit, parce qu'on pouvait en parier, on peut parier une mallette pendant un pli, qui va dans les mains de celui qui remporte le pli. On comprenait pas trop l'intérêt. Et au final, bah non, en plus avec les rôles spécifiques, enfin les rôles un petit peu différents, la mallette, prend encore plus de valeur dans le gameplay et ça c'est vraiment, vraiment plaisant. Donc Inside Job, hein, à l'instar d'un The Crew, à un prix plutôt, abordable. Et ça peut aussi faire le cadeau à tonton GG qui est fan de qui est fan de jeux de pli, qui aime bien la belote, qui aime bien le tarot. Vraiment à l'instar de The Crew. C'est le même genre de cible. Donc j'imagine très bien ce jeu comme, jeu pour débuter une petite session au club ou pour terminer une session au club, ou alors au bord d'un coin de cheminée, pendant l'hiver comme ça, le jour de Noël, on s'est bien mis, bien rempli la panse et puis, on finit après le brandy. Alors je plaisante bien sûr, mais voilà, juste après le dessert, on se pose dans un coin, on joue à ça tranquillement, pendant que les bûches crépitent parce qu'elles se font, brûler. Ça, c'est plutôt cool comme image. Nous avons ensuite, en deuxième jeu de la liste, The Gang. The Gang, ils nous disent une version coopérative du Texas Hold'em. Alors là, on est un peu dans le même ordre d'idées concernant le prix et concernant le style de jeu. Nous sommes aussi sur des cartes à jouer, des cartes qui ont l'air un peu plus, traditionnelles. Et là, nous sommes partis sur du jeu coopératif, alors purement coopératif. Là, il n'y a pas d'espion, pas de petits filous, de petits fourbes là qui va, tenter de faire, capoter la chose. C'est du jeu de poker basé sur la variante, Texas Hold'em, c'est-à-dire, les 2 cartes privatives, hein, avec un flop au milieu, puis, une turn et une river. Et le but, ça va être de réussir à estimer la valeur de chacun, de se situer au niveau de la force des mains de chacun pour, réussir à braquer, dévaliser une banque apparemment, enfin un coffre-fort, quelque chose comme ça. Donc ça va être il va falloir qu'on réussisse entre nous à classer la force de nos mains, voilà. Si, c'est réussi 3 fois d'affilée, enfin pas forcément d'affilée, mais 3 fois, c'est bon, c'est gagné. Par contre, à chaque fois qu'il y a un échec, au bout de 3 échecs, c'est perdu. Lorsqu'on regarde l'illustration, ça semble être ça. Après, j'ai pas lu les règles, je connais pas les règles par cœur, hein, donc peut-être que c'est, presque ça. Peut-être que c'est presque ça, mais pas totalement. Il y a peut-être certainement des variantes aussi pour corser le jeu. En tout cas, moi en bon amateur de poker, je trouve ça plutôt rigolo comme jeu, où il va falloir estimer la valeur de sa main, sachant qu'on va estimer à plusieurs reprises, on va estimer la valeur de notre main avant le flop, puis après le flop. J'imagine, hein. Parce qu'ils disent qu'il faut réévaluer la valeur de sa main en cours de route, donc j'imagine qu'effectivement, il y a 3 quarts du flop qui tombent, puis la quatrième, puis la cinquième. Et au bout du compte, pour essayer de deviner un petit peu la main des autres en fonction de: «Ah tiens, il a l'air confiant. Ah mince, maintenant il a l'air nettement moins confiant. Comment ça se fait? OK, cette carte-là a pas dû vraiment, améliorer sa main. Il a peut-être peur que d'autres personnes ont». Enfin ouais, enfin, ça va être assez rigolo, parce qu'il va falloir communiquer de manière non verbale, concernant, la valeur de notre main. Après rien n'empêche bien sûr de parler, de dire: «Ah tu vu, ils ont sorti tel film, Heu, au cinéma, c'est pas mal. Oui, bah, ça n'a rien à voir, là, on peut parler. Mais en tout cas, pas concernant la valeur des mains. Donc je trouve ça, assez sympa. Honnêtement, je reste quand même, lucide. Je pense que si je n'étais pas un joueur de poker, le jeu ne m'aurait fait absolument ni chaud ni froid. Donc je pense que là, c'est le type de jeu, heu, comme le précédent, comme, Inside Job, qui peut se jouer en début de session, jeu en club ou en fin de session, ou entre potes vite fait à l'arrache.
Mais par contre, oui, vaut mieux être quand même entre amateurs de poker. Je pense que ça prendra, bien plus facilement, sinon je pense que le jeu tomberait aisément, aux oubliettes. Donc là, assez curieux de ce jeu et de voir, comment ça peut se passer. Parce que là, contrairement au poker traditionnel, il y a pas de raison de bluffer. C'est un coopératif, c'est ça qui est amusant. C'est ça qui, à mon avis, donne la petite saveur, à ce, jeu-là. 3e jeu de cette liste, version, 2024, Bomb Busters. Alors c'est peut-être le jeu où vous aurez le plus de difficultés à trouver si, vous vous y intéressez, parce qu'il a l'air d'être, assez compliqué à commander. Là, il y a plusieurs sites qui l'affichent en rupture de stock. Alors je l'ai quand même vu sur certains autres sites, en tout cas pas sur les 3 moi qui m'intéressent. Et donc Bomb Busters, c'est un jeu de déduction. Bon, il est vers les 31,50 €, hein, prix, la plupart des prix, internet. Jeu coopératif, encore une fois, nous sommes dans de la coopération avec de la déduction. Donc on voit que pour l'instant, mes jeux tournent beaucoup autour de cette notion de déduction, et le prochain sera aussi dans la même veine, de mémoire. Plutôt sympa au niveau du graphisme, c'est le genre de graphisme qui me plaît bien, j'aime bien. Ça fait penser un peu vaguement au style de trait de dessin à la Crime City, je trouve, hein, avec un peu plus de couleurs quand même. Coopératif qui se joue, alors de mémoire c'était de 3 à 5, que je vous dise pas de bêtises. Où est-ce que je peux voir? Bah ici, 2 à 5. Ah, 2 à 5 même, 2 à 5, ça c'est cool. Je reviens sur les petites images. Il faut, essayer de désamorcer une bombe. Ah oui, désolé, je parle un peu du nez, je suis, très encombré aujourd'hui, c'est pas de bol. Et nous avons tous des fils qu'il va falloir couper, numérotés de 1 à 12, on le voit sur le plateau ici, hein. Vous avez, vous voyez un petit peu ma souris vite fait. De 1 à 12, sachant qu'il y a un certain nombre d'occurrences de chaque câble. Alors je sais plus si ça dépend des joueurs ou pas, parce que je connais pas les règles par cœur non plus, hein, bien sûr. J'ai assez regardé j'ai trouvé assez d'infos pour me hyper, sans en voir trop, pour pas non plus me gâcher complètement la surprise. Et et donc comment on coupe, les fils? Alors déjà on a des indications en tout début de partie, on sait par exemple que lui dans son chevalet, parce qu'on voit nos fils, mais on voit pas les câbles des autres, et on a quelques infos. Par exemple là, le chevalet en face, on sait déjà qu'il a un 4 ici. Les fils sont classés par ordre croissant, donc on sait que d'un certain côté de son 4, il y aura que des valeurs en dessous de 4, et de l'autre côté, il y aura que des valeurs au-dessus, en montant. Donc on va pouvoir, à partir de là, en faire quelques déductions. Quand on coupe un fil, il faut avoir le fil de la même valeur chez nous. Et on coupe les deux en même temps, un en face, un chez nous. Enfin, en face, ou un ailleurs et un chez nous. Donc à partir de là, on va faire d'autres déductions. On sait qu'il y a un certain nombre de fils on sait qu'il y a un certain nombre d'occurrences par numéro, enfin par nombre, en jeu. Et au bout d'un moment, on sait qu'il y a plus ce nombre-là, donc OK, s'il y a plus celui-là, que son petit câble est avant, il doit être moins élevé. Ah oui, mais il y a plus de 1, OK, bon, bah, ça va être un 2, voilà, on va faire des déductions comme ça. Une fois que tout est coupé, c'est gagné. S'il y a une erreur, si on dit: «Bah, tiens, je coupe ton fil, ça doit être un 5. Ah bah non, perdu, c'est pas un 5». On fait avancer la jauge, là, une espèce de jauge, et au bout d'un moment, la jauge, ben, ça fait péter la bombe, et c'est pas bien. Ajoutez à cela des effets, alors chaque personnage a un petit effet utilisable, alors je sais pas si c'est une fois par partie ou des choses comme ça. Il y a des objets aussi qu'on va débloquer. À force de réussir à couper des câbles, on va, débloquer certains objets qui vont aussi être disponibles pour tout le monde. Et si quelqu'un à un moment donné en a besoin parce qu'il se sent un petit peu coincé dans sa réflexion, il peut utiliser un de ces objets à usage unique pour, le faire progresser. Il y a, d'après ce que certains copains sur Twitch, on a déjà parlé de ce jeu, m'a dit, il y a une notion de campagne, une notion de difficulté avec des petites missions à réussir pendant les parties, donc c'est assez cool. C'est bonne ambiance, les parties ne sont pas si longues, que ça, hein, on est sur des parties de, ouais, 20 minutes, une demi heure, il me semble. C'est comme ça. Et puis, bon, style graphique, 30 minutes à 1 heure, pardon, j'ai rien dit. J'ai imaginé ça un petit peu plus court, non, c'est un petit peu plus long, mais plus c'est long, plus c'est bon. Donc moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas gênant du tout. Celui-là me motive, enfin me hype particulièrement. Le 4e jeu de cette liste de Papa Noël 2024, j'avais parlé de déduction, je vous avais dit qu'on était encore un peu dans le même style, déduction. Ah oui, Chronologique Paris 1920, c'est un jeu qui est plutôt sorti en début d'année, 2024, et qui d'ailleurs est le premier d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a 2 autres qui sont prévus. Alors il y en a un qui est déjà annoncé, qui est, Cusco, bah, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, et Chronologique Cusco 1450.
Rien à voir avec le commandant Cusco, hein, c'est pas du tout la même chose. Et je reviens en arrière sur Chronologique Paris 1920. Mais donc oui, Cusco, lui, sort plutôt vers février, voire mars 2025. Donc là, pour Noël, c'est un petit peu tard, hein, pour leur Noël 2025. Chronologique, non, c'est un jeu qui était parfois en rupture de stock d'ailleurs, donc c'est cool là en ce moment, il est accessible, hein, forcément, le jeu a déjà au moins une dizaine de mois, à peu près, donc c'est plutôt cool, et c'est les mêmes créateurs, si je ne m'abuse, les mêmes créateurs que Turing Machine. C'est à peu près le même genre de logique, c'est assez chouette. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Chronologique? Là, il est pas coopératif du tout, celui-là, c'est compétitif. Il y a 3 scénarios avec 5 configurations différentes, donc ça en fait 15 parties potentiellement différentes. 15 parties même différentes, c'est sûr. Et il va falloir enquêter sur un meurtre qui a eu lieu à l'Opéra de Paris. Il y a 6 lieux, il y a 6 temporalités, et il y a 6 suspects. Ou 5 suspects. Je crois qu'il y a un... Oui, je pense qu'il y a un des 6, un des 6 personnages qui est le meurtrier, et les autres sont suspects. Donc il va falloir deviner, grosso modo, qui est le meurtrier, enfin, qui est l'assassin, dans quel lieu, et dans quelle temporalité. C'est dans la première temporalité, la deuxième, la troisième, quatrième, jusqu'à 6. Sachant que nous allons faire nos déductions, parce que nous allons essayer de prendre des infos, savoir, bah tiens, qui était présent dans cette salle-là pendant la deuxième temporalité, je sais pas, où était tel personnage dans la temporalité numéro 6, etc. etc. Et en fonction de ça, nous allons réussir à voilà, éliminer quelques pistes, et puis finir par avoir la combinaison finale. Sachant que le joueur actif, lui, quand il fait une demande, il a les infos précises, et des joueurs non actifs sur le coup vont aussi avoir des infos, mais enfin, vont aussi récupérer une info, mais un petit peu moins précise. Et voilà, donc à partir de là, celui qui a un peu plus, enfin, qui a plus de un meilleur sens de la déduction, et parfois un peu plus de réussite aussi, parce que des fois, l'indice va être très parlant, plutôt qu'un autre, va pouvoir s'en tirer et remporter la partie. Bien sûr, dans le jeu, il y a des petites règles à suivre, hein, pour déduire les choses. On sait que chaque personnage dans ce jeu-là, je ne sais pas comment ça se passera sur Cusco, s'il y aura d'autres mécaniques ou pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si dans les autres enquêtes, il y a des mécaniques différentes, mais dans celles que j'ai pu jouer, parce que j'ai pu jouer une partie de ce jeu, il y avait une stipulation comme quoi chaque personnage était obligé de se déplacer d'un lieu, donc un lieu contigu, à chaque temporalité. Donc quelqu'un qui commence la partie, qui commence en première temporalité dans la pièce tout à gauche, va être obligé de se déplacer soit vers l'escalier, là, l'espèce de hall, soit dans l'autre salle à côté, là. Et voilà, en fonction de ça, c'est de la pure déduction. Je suis assez client de ce genre de jeu. Ouais, genre, on va pas dire que c'est un Cluedo remasterisé, on n'en est pas là, mais bon, ça prend, enfin, ça prend ça puise ses racines là-dedans. Donc voilà, Chronologie, qui d'ailleurs, si je vous ai préparé ça, qui a ces petites extensions qui sortent là, voilà, 6 décembre, vous voyez, pour Panic à l'Opéra, donc c'est le 4e scénario. Je t'ai dit qu'il y avait 3 scénarios dans la boîte. Il y a son 4e et son 5e scénario, Les Amants Maudits, qui sortent là, le 6 décembre. D'ailleurs, je trouve qu'au niveau des prix du jeu, ça reste plutôt démocratique, hein. On est sur un 20, entre 20 et 25 pour le jeu. Donc ça reste très correct pour ce que ça propose comme expérience. 5e jeu de cette sélection de Noël, Wild Tiled West. Là, il y a plusieurs petits éléments qui m'ont fait m'intéresser à ce jeu. Celui-là ne vient pas de sortir, en tout cas, il est sorti cette année, mais pas dans les dernières semaines. Alors déjà, c'est un jeu de Paul Dennen, et Paul Dennen, eh ben, c'est l'auteur de Clank, et c'est aussi l'auteur de Dune Imperium. Donc rien que ça, hein, ça va installer un gars, on se dit tout de suite: «Ah, attention, peut-être quelque chose de sympa là, devant nous». Et puis, registre Far West, ça c'est sympa aussi, hein, dans un thème western, tout de suite, j'ai mes oreilles qui se lèvent. Mécanique, de draft en plus. Draft, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie habituellement. Les tuiles, placement de tuiles un petit peu moins, mais de temps en temps, un petit jeu avec un placement de tuiles, type, Polyomino là, ça me tente bien. Donc là, bah, c'est l'occasion qui fait le larron.
On était quand même dans une base de prix un petit peu plus élevée, hein. On est sur un jeu qui est vers la soixantaine, entre 55 et 60. Là, on a moins le droit à l'erreur, on va dire. Mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? C'est une bonne question. Ah, j'ai pas précisé combien de joueurs. 1 à 5 joueurs, donc en plus il y a la possibilité de jouer solo, même si j'aime de moins en moins jouer solo, c'est faisable. Ne serait-ce que déjà pour comprendre un peu le jeu, pour pouvoir mieux l'expliquer aux copains au club ou à la famille et partir là-dessus, c'est pas mal. On a chacun une parcelle, on incarne un genre de prospecteur, d'or, mais qui fait pas que ça, qui élève du bétail aussi, enfin qui fait tout ce qu'on trouve habituellement dans le Far West, qui combat des bandits, et qui construit des bâtiments, type saloon ou autre. Et donc j'ai envie de dire, ça a 2 points, est-ce que c'est vraiment le terme approprié? En tout cas, il y a plusieurs manières de scorer. Est-ce que c'est pour autant une salade de points? Je sais pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va drafter effectivement des tuiles, là, qui sont le long de la rivière, le long ou dans la rivière, et en fonction d'un jet de dés, et puis on va choisir un tour de rôle, et puis on va, en fonction de ça, réussir plus ou moins à bien achalander notre plateau, personnel qui représente notre parcelle, notre terrain. Et à la fin, bon, on fait un calcul de tout ça pour voir les points que ça donne. Moi, c'est quelque chose qui, bah, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, moi ça me tente. Il y a un mélange de saveurs là-dedans, là, qui me titille, qui éveille mon appétit. Voilà, donc j'en dis pas plus. Il n'y a plus qu'à tester. En sixième jeu de cette liste pour le Papa Noël, nous avons Tower Up. Jeu que j'estime être plutôt un bon rapport, on va dire matos, qualité de matos et prix. Même s'il a des faux aspects de jeu, pas très chaleureux. Enfin, je dis ça pour le plateau en fait, hein, parce que le plateau, il a, des couleurs assez particulières, je trouve. C'est bizarre. C'est à la fois un peu maussade et en même temps un peu pastel où ça passe encore, c'est pas trop vilain. Et à côté de ça, les petites tours là, je trouve ça sympa. Alors pour ceux qui connaissent le jeu Manhattan, vous aurez un sentiment de redite parce que très clairement c'est on va dire un genre de reboot, de Manhattan. Ah moi j'ai pas connu Manhattan, enfin en tout cas j'y ai jamais joué, je le vois, c'est un jeu que j'ai souvent vu, dans des sur des photos, en arpentant des sites de jeux à droite à gauche, mais sans jamais m'y être arrêté. Et là, quand je vois cette espèce de refonte là, elle me parle. Ça, sympa. C'est un jeu qui est très attendu et je crois qu'il vient de sortir, il est vraiment sorti là ces jours-ci. On est attention, hype, probable. C'est un jeu qui, à mon avis, celui-là vous le verrez en rupture assez vite, je pense. Et en plus c'est de chez Monolith et c'est assez rigolo parce que Monolith, c'est pas trop leur registre, hein, ce genre de jeu. C'est un jeu qui pour moi est plutôt d'un style abstrait. Nous incarnons donc des cabinets d'avocats, concurrents, d'avocats, d'architectes pardon, rien à voir. Rien à voir. Bah si, normalement ils vivent bien tous les 2, hein, architectes comme avocats. Mais là nous sommes des cabinets d'architectes concurrents et nous allons, essayer d'ériger des buildings dans, alors je sais pas si c'est Manhattan cette fois, mais bon. Ça ressemble pas trop à Manhattan, mais en tout cas dans ce secteur-là, dans ce lieu. Et à chaque fois, enfin en fait le tour de jeu va être, plutôt simple si je ne dis pas de bêtises. Ça va consister en, une pose une construction de building ou alors la prise d'éléments pour en construire, d'autres derrière. Donc il y a une offre qui va tourner petit à petit et des fois ça va être intéressant d'aller prendre par exemple 2 blancs et un noir. Peut-être parce qu'il y a des choses à faire avec 2 blancs et un noir. Et alors ne détournez pas ce que je viens de dire, hein, bien sûr. Je dis ça de manière très candide. Et donc ça, conjugué à des objectifs, à des bonus si on se pose là ou ailleurs ou en premier er et cetera et cetera. Si on met un toit, hein, si on termine les bâtiments ou pas. Voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il faut toujours poser à côté d'un bâtiment qui a déjà été, entamé. On peut pas les se mettre n'importe où. Il y a certaines règles de pose à respecter. Il va falloir essayer d'être opportuniste pour scorer le max de points. Pas vous en dire beaucoup plus. Ouais, rien que de ce que j'ai lu là, de ce que je vous ai retranscrit, ça me suffit largement pour m'intéresser à ce jeu. Je veux dire qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa, des parties assez rapides, hein, annoncé une demi heure à 1 heure. De 4 joueurs, j'ai aussi lu que, à 2 joueurs, il était très bien aussi. Et ça, c'est aussi un facteur qui m'intéresse, énormément. Voilà pour Tower Up. Septième jeu de cette liste pour le Papa Noël, Raising Robots, l'atelier des prodiges. Alors c'est un jeu, je ne vous cache pas, je ne l'avais pas prévu dans ma liste pour le Papa Noël à la base. Et puis après un échange lors de notre soirée passée ensemble sur un live Twitch, pas plus tard qu'hier, avec notre copain GameStuff du Bouillon Ludique, je lui fais une dédicace au passage.
Lui, il était dans sa liste. Il m'a présenté le jeu. Il m'a présenté que c'était un jeu, à la, on va dire à la Wingspan, hein, c'est un peu l'esprit Wingspan. Sauf que là, plutôt qu'un gros piaf sur la boîte, c'est un robot plutôt amusant accompagné d'autres robots. Et il me dit en fait c'est un des mécaniques à la Wingspan. Alors pour ceux qui connaissent le Wingspan, bah, ça va vous parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on va commencer à faire des combos, hein. Moi je vous avoue que Wingspan, j'y avais joué une fois en version numérique, vous avez peut-être vu la vidéo sur la chaîne, c'était dans ma série de vidéos consacrées aux jeux de plateau, retranscrits en version numérique. Et c'est là-dessus moi que j'avais découvert Wingspan. Je savais que c'était un jeu qui avait bien cartonné. J'étais pas, hyper, hypé par le côté piaf. Et puis, bah, de même pas moins que j'ai quand même très apprécié la partie, en version numérique. J'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé les mécaniques. C'était sympa, ça restait léger. Ça reste du jeu, c'est vrai qu'il est entre les 2. Il est pas si expert que ça. En même temps, il est pas léger non plus. Donc il est entre 2 chaises, ou entre 2 nids, si je puis, m'exprimer ainsi. Et donc là, GameSave me l'a vendu comme un Wingspan-like, mais avec plus de profondeur, plus de possibilités. Oh là, on est, quasiment aux portes de la République démocratique du combo. Donc il va falloir faire du combo et scorer des points, enfin monter son moteur de la lettre de carte et puis, provoquer des actions de plus en plus puissantes pour aller, à la fin, récupérer des robots qui scorent plus. Là, je vous le fais vraiment dans les grandes lignes. C'est le jeu sur lequel j'ai peut-être le moins creusé au niveau des règles, mais c'est quand même même au niveau des illustrations, le jeu est sympa, les robots sont assez rigolos. Donc voilà, c'est le genre de jeu, je tenterai bien l'aventure. Donc je trouve que pour un jeu qui promet ce genre de choses, hein, construction de moteur, ça se joue de 1 à 6, avec des parties, pas trop longues quand même, il parle de 60 minutes environ. Alors je suis pas sûr que ça dure 60 minutes à 6, bien sûr, mais ça me tente bien d'engine building. En plus de mal à parler, mon nez est de plus en plus encombré, j'en suis navré. Je pense que ça en vaut la chandelle pour une quarantaine de balles, je pense que on a c'est marrant parce qu'il y a une espèce de tendance en ce moment, je trouve, avec certains éditeurs qui proposent des jeux, et ils sont plus en train de craquer le sac au niveau des prix. Je trouve qu'on commence à avoir des jeux qui redeviennent, ouais, qui proposent un rapport, plutôt, correct. On n'est plus sur les jeux qui se vendent dans des boîtes à chaussures qui se vendent à 80 balles. Ça existe encore bien sûr, hein, il y a encore des jeux comme ça, hein. J'en ai vu certains là, ça fait peur. Mais là on est plutôt dans ceux qui font partie des jeux corrects. Crazy Robots, ouais, il est rentré dans ma liste de Papa Noël, j'en suis bien content. J'ai hâte de le tester à l'occasion, celui-là. Le suivant, on va transiter sur quelque chose qu'on connaît déjà sur la chaîne. Un jeu pour lequel j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Donc Cthulhu Death May Die, hein, que vous connaissez, hein, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il fait partie des jeux ici, que j'aime sortir de temps en temps. Sauf que là, c'est la saison 3. Il y a la saison 3 qui sort, qui était prévue déjà en novembre et qui, a été un petit peu retardée. Là, c'est prévu plutôt, début décembre. Saison 3, alors c'est un full package, hein, saison 3. On a, également la saison 4, donc un petit peu moins cher, et aussi un grand ancien en boîte individuelle, comme on avait eu le coup déjà lors de la sortie de la saison 1 et 2. Donc c'était, je parle de la Chèvre Noire des Bois et de Yog-Sothoth. Là, on a Itaqua. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y avait encore un autre grand ancien, indépendant, dans une boîte indépendante. Enfin bref. On revient sur une saison 3. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, alors déjà, stand-alone, c'est-à-dire qu'on peut très bien se procurer la saison 3 sans avoir la saison 1, c'est jouable. On peut quand même sortir le jeu, il y a pas de problème. Sachant aussi que le jeu peut se combiner avec la saison 1, avec les éléments de la saison 1 ou la saison 2. Ça, il faut le savoir. Donc c'est du gros jeu Ameritrash, où nous allons incarner un investigateur qui est déjà un petit peu fou, hein. Il est déjà un peu univers Lovecraft, j'ai pas précisé, c'est vrai. C'est c'est marrant parce que c'est un jeu, je l'ai tellement sorti que j'ai l'impression que tout le monde est au courant, mais non, pas forcément. Donc nous sommes dans l'univers Lovecraft, hein, avec les grands anciens, Cthulhu, l'appel de Cthulhu, tout ce délire-là. Créatures cosmiques, les grands méchants qui veulent détruire le monde, et leurs cultistes, hein, leurs serviteurs, sur Terre, qui essaient de les invoquer, qui essaient d'assouvir
les envies des grands anciens, et les grands anciens ne viennent pas seuls généralement, ils viennent avec toute leur armada de petites bestioles là qui viennent foutre la merde aussi. Donc là, nous jouons, c'est du coopératif, nous jouons un investigateur, un groupe d'investigateurs, parce qu'on peut jouer seul, mais on peut aussi jouer jusqu'à 5. Alors quand on joue seul, on joue 2 des personnages, au moins 2. Sinon on peut jouer jusqu'à 5. Et donc il faut éviter que le grand ancien se réveille. Il faut accomplir le rituel enfin mettre fin au rituel, pardon. Il faut mettre fin au rituel pour ensuite aller bastonner le grand ancien, parce que sans ça le grand ancien est invincible. Le jeu se joue en 2 temps. Ça se joue un peu comme un dungeon crawler, c'est-à-dire qu'il y a des salles, on se déplace d'une salle en une autre, on tabasse des gars. Sauf que contrairement à un dungeon crawler, là, les parties sont du one shot. Il y a 6 scénarios dans une boîte. Alors seulement 6 pour 100 balles, on se dit: «Beh, c'est pas beaucoup». Oui, mais c'est un jeu, pas vraiment narratif, voire pas narratif du tout, où au final, on a toujours plaisir à retourner dans les scénarios. C'est plus des configurations de départ, mais comme on peut combiner le jeu en choisissant un autre grand ancien sur un même scénario, on fait ce qu'on veut en fait, on va choisir un autre grand ancien, on va choisir des investigateurs différents. Les parties n'auront pas le même déroulé à chaque fois d'un même scénar. Une partie sur l'autre ne va pas forcément se ressembler. Et voilà, bah, donc c'est du slasher. On défonce des mobs, on essaie de pas trop se faire défoncer, et à la fin, ben, c'est rush sur le grand ancien et on essaie de lui faire la peau. C'est un jeu qui est toujours tendu, à chaque fois qu'on y joue. J'ai rarement vu une partie où, c'était vraiment une victoire facile, ou alors si une défaite cuisante, oui, c'est déjà arrivé. Des défaites cuisantes, ça arrive. Par contre, des victoires, vraiment larges, c'est rare. C'est en ça que le jeu, je trouve qu'il est assez bien équilibré. Les figurines sont plutôt sympas. Elles sont, de bonne facture, je trouve, hein, étant un joueur de figurines, un grand amateur de figurines, je peux en attester. Là, on voit on voit le matos de la saison 4. Alors, saison 4 qui est une extension qui, elle, ne peut pas se suffire à elle-même, donc il faut la jouer en combiné avec la saison 3 ou la saison 1, qui amène aussi son grand ancien, qui amène aussi, certaines choses. C'est 6 scénarios aussi. Donc si vous avez la totale, hein, les 4 boîtes des 4 saisons, vous êtes à 24 scénars, et qui amène 6 investigateurs en plus. Donc ça permet de refaire sortir, bah, ces bons vieux Cthulhu, et de combiner avec ça, et puis c'est pas mal, quoi. C'est du bon, vraiment c'est du bon. Le seul défaut que je trouve à ce jeu, je vais même pas parler du prix, parce que, vu les figurines dans le jeu, non. Non, non, le prix n'est pas si, rédhibitoire. Le seul défaut, c'est les fins de partie où il commence à avoir beaucoup d'effets qui s'accumulent, le fait que le grand ancien devienne de plus en plus fort, ça ajoute des effets dans le jeu, et donc je trouve que les fins de tour, quand on fait, justement agir le grand ancien, quand on fait les déplacements des méchants, c'est pas tant les déplacements des méchants, c'est vraiment les effets du grand ancien, rendent le truc un petit peu lourdingue, j'aime pas trop. Et puis il y a aussi l'autre défaut qui revient souvent, c'est que les figurines sont assez massives. Et les salles dans lesquelles on va faire progresser nos personnages et les monstres sont assez petits. Donc ça ça crée parfois des gros bordels. Il y a plein de figurines qui tiennent sur un petit truc, donc ça ressemble à rien, quoi. Mais sinon, le jeu reste quand même super fun et bien dynamique pour un jeu comme ça. Pour moi, c'est un régal. Ensuite, le 8e, 9e jeu de la liste pour notre Papa Noël, Clank Catacombe. Donc là, bah, j'ai cité Paul Denen tout à l'heure comme auteur, j'avais dit c'était l'auteur de Clank et Dune Imperium, bah, voilà Clank en question. Alors c'est pas le premier Clank, c'est un Clank qui vient de sortir là, vraiment tout récemment. Donc deck building, hein, d'aventure, on va essayer d'aller chercher des trésors dans des donjons, enfin là, dans des catacombes, hein, parce que c'est le Clank Catacombe. Et donc, on va dire qu'est-ce qu'il a de nouveau ce Clank par rapport au précédent, par rapport au premier et au deuxième dans l'espace. C'est que là, nous jouons sur des tuiles qui sont amovibles, ce qui fait que les donjons ne vont pas se ressembler. Là où les premiers clans qui avaient toujours un peu le même look au niveau des tracés, des chemins, là, on va jouer dans une zone qui va être différente d'une partie à une autre. Donc ça va être plutôt agréable, ça va bien renouveler les parties. C'est un standalone, on n'est pas obligé de posséder un clan précédent pour y jouer, même si on va y retrouver quelques trucs, hein, vous voyez les idoles de singes, là on les retrouve. Et bah, est-ce qu'il faut en dire plus? Là, c'est vraiment un jeu que je trouve efficace quand, il y a pas trop de temps mort, l'attente
Ce qui est assez marrant, je dis ça, mais c'est rigolo parce que c'est ce qui m'avait fait sortir de Clank au tout début, quand j'avais découvert Clank. J'avais joué à une table de potes qui étaient un peu trop longs à prendre leurs décisions et la partie était interminable, ça en devenait désagréable et ce qui fait que j'avais détesté le jeu et 2 fois, hein, j'ai redonné une chance et la deuxième c'était pas mieux. Par chance, j'ai pu y retenter le coup bien plus tard avec un autre groupe de potes et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée plusieurs fois sur la chaîne d'ailleurs, mais c'est pas grave, je vous la donne une petite piqûre de rappel. J'avais, redonné une chance au jeu avec un autre groupe de potes sur cette fois Clank in Space et là, tout le contraire, il s'est produit tout le contraire. C'était fluide, c'était rapide, c'était plaisant et en plus, mon attrait pour le deck building avait, considérablement, augmenté, entre-temps. J'étais vraiment très hypé par les jeux de deck building à ce moment-là. Donc ça a fait un mariage, c'était un renouveau quoi, c'était une redécouverte du jeu et ouais, je suis reparti dedans, ça m'a vraiment, vraiment motivé. Donc là, j'en ai pas à la maison de Clank, j'en ai jamais possédé. Clank Catacombs, je me dis que c'est l'opportunité d'en avoir un et de m'éclater avec. Il y a pas de mode de solo, mais c'est du 2 à 4 joueurs. Mais je sais qu'il y a du solo qui est sorti sur les Clank précédents, donc ça peut aussi se faire, il y a peut-être moyen que ça sorte, il y a peut-être une petite variante qui est déjà sortie quelque part, allez, Charlet, quelque chose comme ça. En attendant, de toute façon, j'aurai des joueurs, donc il y a pas besoin de se faire chier avec une variante solo. Celui-là, il va le faire. Il est vers la cinquantaine de balles, bon bah c'est un Clank, hein, ça marche bien, c'est logique, rien à dire, là-dessus. Le 10e de la liste, Free Ring Circus. Un jeu qui est estampillé expert, qui à mon sens, oui on est dans l'expert, on va dire, une entrée d'expert. Un prix qui est plutôt attractif pour un jeu expert d'ailleurs, ce qui est marrant. C'est un peu on va dire le propre de cette gamme Yellow, ils sortent une gamme de jeux, enfin ils avaient déjà commencé, alors je sais pas si c'est exactement vraiment la même gamme. Vous savez Château Blanc, Cathédrale Rouge, tous ces jeux-là qui sont des jeux experts, dans des formats, on va dire pas minimalistes, mais pas loin. Ils sont vraiment dans un format un petit peu entre les 2. Qui proposent quand même du jeu assez costaud, à un coût, ouais plutôt raisonnable. On est dedans. Donc c'est quoi, Free Ring Circus? C'est un jeu dans lequel nous allons incarner chacun, donc on est dans le bon jeu euro là. Jeu euro, enfin je dis bon jeu euro, c'est pas un bon jeu, il y a pas non plus plein de cubes en bois dans tous les sens, mais c'est du jeu euro, alors j'espère que vous verrez à l'écran quand même, j'ai pas plus grand comme image, où nous allons chacun, diriger une troupe de cirque itinérante, une troupe donc itinérante. Et nous allons essayer de monter notre effectif, notre staff, enfin nos groupe d'artistes là, de manière à ce qu'il soit, ce qui rapporte le plus de points de victoire. Parce que forcément, ça va être de la chasse aux points de victoire. On va essayer de composer notre cirque et de faire des spectacles à droite à gauche, sachant que selon les lieux et selon la partie, parce que les éléments vont être distribués, enfin vont être posés de manière aléatoire à chaque partie. Selon les lieux, le public va plus ou moins être sensible à certaines formes d'art du cirque. Donc il y en a qui vont préférer les magiciens, il y en a qui vont peut-être préférer les animaux, hein, tout ce qui est dompteur, etc. Les épreuves de force, là, les gros balaises, etc. Ça va dépendre des lieux. Donc on va essayer de faire des spectacles avant les autres dans certains endroits, parce que si on arrive dans des endroits qui ont déjà été visités, il y aura peut-être moins d'argent à remporter également. Et puis, ouais, c'est tout, on va se balader, on va faire ça. La partie. Au niveau des mécaniques, c'est assez simple, hein, soit on va se procurer un artiste, soit on va produire un spectacle. La plupart du temps, il me semble que c'était ça, quand je m'étais renseigné sur le jeu. Hein, l'espace d'un instant, là, j'ai un petit doute, mais bon, ouais. Vous avez compris l'esprit du jeu. Et puis la thématique, moi c'est une thématique qui me parle. Alors je suis pas tant fan de cirque, mais vous savez, hein, je le dis à chaque fois, j'adore le thème, US, surtout la conquête de l'Ouest. Là on est à l'est des US, mais il y a encore un petit peu cette ambiance-là ici. Et le cirque sauce, oui, fin 19e, début 20e, je trouve ça cool, j'aime bien. Il y a un petit cachet que je trouve assez amusant. Au niveau des graphismes, c'est plutôt plaisant, ça me parle. Donc je me dis pourquoi pas, c'est un truc qui pourrait sortir. On est sur du 2 à 4 joueurs, 1 à 4 joueurs pardon, on est sur du 1 à 4 joueurs, donc il y a aussi possibilité de jouer solo, qui arrive quasiment tout le temps maintenant sur les jeux à l'euro. Et nous sommes sur des parties annoncées de 1 heure et demie, 2 heures.
Donc ça parle de mécanique conquête, majorité, gestion de ressources, conquête oui, parce qu'il faut aller poser des petits chapiteaux pour dire: «Ah tiens, je suis allé, produire un spectacle là, ah je suis allé là-bas». Je suis pas certain que les autres joueurs puissent se passer derrière et reposer un chapiteau là où ils en auront déjà posé un. Donc ouais, conquête pour cette raison-là. Majorité, j'ai pas encore trop capté la subtilité, mais ça viendra. Et gestion ressources, bah, oui avec les cartes j'imagine. Voilà, donc un Free Ring Circus, moi c'est vraiment le genre de jeu qui me tend très bien, pour lequel j'ai aucune certitude, mais je pense que ça en vaut la tentative. L'avant-dernier de la liste, qui est sans doute le plus costaud, ou presque, ça dépend, n'ayant joué ni à celui-ci, ni à celui que je vais vous indiquer après, je ne sais pas lequel des 2 est le plus costaud. En tout cas, là, nous arrivons sur de l'expert et de la partie qui est assez longue, d'après ce qu'on m'en a, expliqué. Et donc SETI, recherche d'intelligence extraterrestre. Bah, c'est du jeu euro, c'est du jeu, de l'engine building encore une fois, donc on va se construire un moteur. Alors le but c'est d'aller, essayer de détecter des signaux extraterrestres et puis d'aller, pourquoi pas, à leur rencontre. Il y aura peut-être un troisième type qu'on va croiser et à qui on va se serrer la paluche, non je plaisante bien sûr. Mais je pense que je vais pas vous dire beaucoup plus. Parce que c'est typiquement le genre de jeu, je sais alors là, je vous avoue, de toute façon, ça sert à rien de vous raconter des carabistouilles. Je vous avoue que ce jeu, je m'y suis intéressé parce qu'il y a une grosse hype dessus. C'est vraiment le gros jeu attendu en cette fin d'année. C'est une thématique, qui me parle un peu. On va dire le programme SETI, OK, la recherche d'extraterrestres, pourquoi pas? Et puis, visuellement, je le trouve assez agréable pour un jeu euro. Alors je me dis déjà, ça pose quelques pierres plutôt, solides, de mon point de vue. J'ai des échos de personnes qui l'ont testé, qui ont, vraiment apprécié, leurs, premières expériences. Ça joue aussi en cette faveur. Et puis comme j'étais un peu en je vais pas dire en perte de vitesse, mais vis-à-vis de Terraforming Mars, parce que souvent Terraforming Mars rentre dans la comparaison avec cette île, comparaison, en tout cas, se positionne plutôt comme, une espèce d'influence pour ce jeu. Étant un grand fan, de Terraforming Mars, même si ouais, je suis un peu en bout de souffle vis-à-vis de Terraforming Mars, je me dis que ça peut être un moyen de renouveler ce type d'expérience avec beaucoup plus de fraîcheur. Voilà grosso modo où j'en suis, comment j'en suis arrivé à l'ajouter dans ma liste pour le Papa Noël. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, vraiment pas. Nous sommes sur du 1 à 4 joueurs, ouais, ils disent 1 heure à 2, mais on m'a vraiment indiqué que ça allait être plus long que ça. Et à tester. J'ai vraiment pas plus à dire, si ce n'est que oui, effectivement, c'est un jeu qui est pas encore sorti, il est attendu là dans la semaine, les 2 semaines à venir. Pareil, ça c'est, typiquement attendez-vous à ce que le jeu soit en rupture assez vite. Donc si vous vous laissez tenter par ce jeu, ben, je vous suggère de ne pas trop traîner, sinon vous allez être frustré et vous allez attendre une prochaine, un prochain tirage, une fois que la hype sera passée et je sais que certains sont sensibles à la hype. Alors, me concernant, on s'en fout totalement, c'est pas grave, hein, si la hype est sortie, si le jeu est bien, je continue à y jouer, je m'en fous. Mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est délicat, vous aimez bien jouer en même temps que les autres. Donc voilà, je vous passe l'info. Et avant de partir sur le dernier jeu, ce qui est marrant, c'est que là, je vous ai vraiment sorti que des jeux qui étaient, bon, à part peut-être une exception avec, Tower Up, qui est une refonte de Manhattan. Donc le jeu, dans le fond, n'est pas si récent que ça, c'est pas c'est un cette édition-là, oui, d'accord, elle sort là, maintenant, en 2024, mais la plupart mais sinon, Manhattan, c'est beaucoup plus vieux. Mais hormis cela, nous sommes uniquement sur des jeux de 2024. Et le dernier, c'est pas du tout un jeu de 2024, c'est un jeu de 2015 et c'est Trickerion, Légende de l'illusion. On est sur du jeu qui est, pas toujours facile à trouver, il est souvent soit en rupture de stock, pas forcément, il y a pas forcément de nouveaux tirages, enfin c'est pas si fréquent que ça. Et bah là, actuellement actuellement, il est disponible. Là pareil, je me suis dit: «C'est l'occasion qui fait le larron». Depuis le temps que ce jeu figure sur ma liste des jeux qu'il faudrait que j'essaye un jour, que je m'approprie un jour, que je teste un jour, que c'est des vraiment ça fait partie de ces jeux qui ont marqué, de leur empreinte, l'univers, plateau, ludique et bah, c'est l'occasion, voilà. Tsukaion, donc on est sur du jeu, là c'est clairement, euro. Ils nous disent pardon,
Un jeu de stratégie compétitive se déroulant dans une ville au style victorien et steampunk, Magoria. Ah, ça me parle, j'aime bien la boîte, je trouve la boîte élégante, j'aime bien son graphisme. J'aime Pour jouer les éléments, j'apprécie plutôt le style graphique aussi. Et puis, au niveau des mécaniques, je sais juste qu'il y a du placement d'ouvriers, des choses qui s'y rapprochent en tout cas. Il m'en faut pas plus, je sais que c'est un jeu qui a cartonné, chez les joueurs euros. J'aime bien le style, j'aime bien le thème. Il y a plus qu'à essayer. Alors il y a des extensions qui sont sorties, hein, dont une qui permet de jouer en solo. Sinon c'est du 2 à 4 joueurs, mais je pense que je n'aurais pas non plus trop de difficultés à trouver des compagnons de Trickerion, ne serait-ce déjà, au club. Donc voilà pourquoi j'ai mis cette belle petite boîte dans dans ma liste pour, Papa Noël. Voilà en ce qui concerne cette liste pour le Papa Noël. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné potentiellement des idées. Je sais pas si vous l'avez jugée, polyvalente, diversifiée, variée, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel, je ne mens pas, c'est que, c'est que des jeux qui me branchent. Donc si vous avez vu certaines thématiques, un peu récurrentes ou certains styles un peu récurrents, ah oui, c'est normal, hein, c'est moi. Il faut pas chercher plus loin. Chacun a chacun a son style, chacun, va plutôt privilégier, certains styles de jeu que d'autres. Le but, c'était pas de vous présenter une liste, bête et méchante avec, tout ce qui sort et surtout tout ce qui est susceptible de marcher pour vous pousser à, voilà, la consommation, hein. Non, je vous ai vraiment présenté ce qui me faisait, vibrer moi, de mon côté, et c'est un peu, de toute façon, l'expérience que je vous propose avec cette chaîne depuis, maintenant, plusieurs années. C'est de vous proposer c'est vous de faire vivre, c'est de vous faire vivre mon expérience de joueur et ça va pas plus loin. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Si vous êtes là, c'est que vous appréciez le concept et on va dire la ligne éditoriale de tout cela. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis, encore une fois, je vous dis, hein, soyez raisonnable quand même avec les cadeaux. Le jeu, ça reste un jeu, faut pas non plus se prendre, trop la tête avec ça. Gros bisous à vous et à très bientôt. À très vite. Salut!